Bonjour, je vais vous présenter un cours sur un thème qu'on enseigne peu alors qu'il est fondamental en clinique. Et je vais essayer de transmettre dans ce cours ce que mon expérience, mes lectures et ma réflexion m'ont amené à élaborer sur ce thème qui est celui de la volonté et de la motivation. Il y aura dans ce cours trois objectifs. D'abord, comprendre que les concepts de volonté et de motivation, bien qu'ils soient proches, ne sont pas exactement superposables. Puis comprendre que les troubles de la motivation sont au cœur de la plupart des troubles psychiatriques, ce que presque tous les cliniciens ressentent, mais que je n'ai jamais explicitement vu mentionné et surtout élaboré dans les cours de clinique. Les troubles de la motivation vont se retrouver dans les troubles addictifs, dans les troubles dépressifs, dans les troubles des conduites alimentaires, dans la schizophrénie, dans les déficits d'attention, l'hyperactivité par exemple. Et le dernier objectif est de montrer que l'analyse fonctionnelle des composantes de la motivation est quelque chose de fondamental pour orienter les choix thérapeutiques. Et le plan du cours montrera d'abord la différence qu'on peut faire entre volonté et motivation. Puis, nous verrons comment analyser les composantes de la motivation, ce qui sera l'occasion de présenter un modèle simple pour guider le clinicien, qui est le modèle IBER. Et nous verrons à partir de cette analyse des composantes de la motivation, comment agir sur chaque composante pour améliorer cette motivation. Et en final, je donnerai d'une part quelques lectures didactiques pour renforcer votre savoir-faire de clinicien sur comment agir sur la motivation et d'autre part des lectures plus fondamentales pour comprendre que derrière cette présentation de la motivation, il y a un modèle qui est lié à la biologie de notre cerveau et qui est associé donc à un modèle neuronal et que la motivation s'inscrit dans le fonctionnement des neurones et de notre circuiterie cérébrale et que les recherches en neurosciences vont nous permettre à l'avenir aussi de mieux comprendre cette circuiterie et ce qui donnera aussi plus de moyens d'agir pour mieux aider nos malades dans ces domaines-là. Commençons donc maintenant sur la différence entre volonté et motivation. Le terme de volonté est employé tous les jours en clinique. On parle de la volonté exprimée du malade, on parle du consentement éclairé du malade, on parle parfois de soins contre la volonté du malade, et on entend d'ailleurs souvent des équipes soignantes parler de malade qui le fait exprès, de malade qui ne fait pas d'efforts, de malade qui ne veut pas s'en sortir. On voit donc qu'il y a autour des notions de volonté beaucoup de questions éthiques au centre de notre pratique, alors qu'il y a comparativement peu d'études sur ce que c'est que la volonté. La volonté, c'est avant tout un concept cognitif et pas comportemental. C'est ce qu'on aimerait faire, c'est pas ce qu'on fait. D'ailleurs, nos dernières volontés, par principe, c'est d'autres qui les réalisent à notre place. La volonté, bien sûr, elle oriente la motivation. On a plus de chances de faire si on veut. Mais la motivation peut modifier la volonté. Si on a trop de difficultés à faire, eh bien, en retour, cela va épuiser notre volonté à vouloir cette chose. La volonté, il faut se rendre compte que c'est avant tout un discours sur ce que l'on dit souhaiter. Et comme tout discours, c'est une production d'une partie de notre cerveau qui peut ne pas refléter exactement ce que l'on veut, mais la construction d'une justification par notre cerveau. Alors là, c'était pour présenter succinctement la volonté. Ce qu'on en dit aujourd'hui ne sera pas ce qu'on en dira dans 20 ans, puisque les progrès qu'on fera pour affiner ces concepts vont enrichir la réflexion philosophique sur ce terme. Et l'objet de ce cours n'est pas de faire un cours de philosophie sur la volonté, mais donner quelques petits repères cliniques. Voyons maintenant la notion de motivation. La motivation, c'est, à la différence de la volonté, un concept qui est fondamentalement comportemental. C'est ce qu'on fait. C'est un concept qui est transosographique. Dans les addictions, par exemple, la prise de drogue est plus importante que la motivation à d'autres comportements protecteurs, comme celui de garder son emploi, celui de garder des amis, celui de préserver sa santé.
celui de faire d'autres choses que de prendre de la drogue. Dans la dépression, la motivation est de ne pas être actif et à rester au lit ou affalé dans son fauteuil est une motivation supérieure à celle de faire des exercices physiques ou à celle de s'exposer à certaines situations. Dans la schizophrénie, enfin, la motivation est réduite pour de nombreuses activités de routine quotidienne. Face à ces troubles de motivation, quelle lecture clinique faut-il développer? La clinique psychiatrique dans le passé a été une clinique des états, avec une fascinante description littéraire et parfois très poétique de ces états, plutôt qu'elle n'a été une clinique de processus. Or, décrire un état ne donne pas de piste sur comment changer d'état. Par contre, décrire des processus, au contraire, montre une dynamique de changement d'état. Et ça induit naturellement des pistes pour arriver justement à passer d'un état pathologique vers un état plus normal, plus souhaité. L'analyse clinique moderne des processus en psychiatrie a été théorisée par certains modèles, comme par exemple les modèles SORG de Canfler et Saslow, qui sont dérivés d'un modèle skinnérien, par le modèle CK de Cotreau, par le modèle basique AIDE de Lazarus, par exemple. Et ces modèles d'analyse doivent comprendre, en fin de compte, l'évaluation de 5 composantes. La composante des émotions à problème, ce sont les émotions qui sont à l'origine de la souffrance, quelles sont les émotions en présence. Des comportements à problème, et ce sont ces comportements qui sont à l'origine des problèmes d'adaptation. Quelles sont les cognitions, c'est-à-dire les pensées qui sont associées à ces comportements et à ces émotions. Quelles sont les compétences et déficits neuropsychologiques, c'est-à-dire les capacités mnésiques, attentionnelles, exécutives, les capacités expressives, les capacités psychomotrices qui sont présentes ou qui peuvent gêner. Quelles sont les motivations ou comportements à problème? Le but, c'est d'établir, par l'analyse de ces 5 composantes, comment ces comportements, ces émotions à problème se maintiennent et comment ces 5 composantes interagissent entre elles pour maintenir la situation afin de savoir par cette analyse comment les modifier. Nous allons maintenant, dans cette analyse de ces 5 composantes, voir plus spécifiquement la composante motivationnelle au travers d'un modèle qui est le modèle IBER. IBER, c'est le modèle intégration des besoins, des efforts et des récompenses. La motivation résulte de 3 composantes. Une composante estimation des besoins ou des attentes. Ce sont ces besoins qui créent une aversion au statu quo. J'ai besoin de manger, donc je finis par me bouger. Les besoins sont de nature sexuelle, de nourriture, de repos, d'échange, de sécurité, ils peuvent être multiples. Ils sont issus à la fois de notre état physiologique, mais également de notre rythme circadien et des apprentissages. On a des besoins qui sont programmés, on a des habitudes, on a des anticipations qui ont été apprises. La deuxième composante dans le modèle IBER, c'est l'estimation de l'effort qu'il faut réaliser pour satisfaire ses besoins. Et la troisième composante, c'est l'estimation du niveau de récompense que notre cerveau aura si ses besoins sont satisfaits. Ces analyses sont réalisées par des circuits cérébraux spécifiques qui sont de mieux en mieux connus aujourd'hui et dont le fonctionnement peut être perturbé soit pour des raisons génétiques ou épigénétiques, qui soient d'origine biologique ou environnementale. Et quand je dis environnementale, ça peut être toxique, infectieuse ou apprise. Alors, quand je dis circuits cérébraux, en fin de compte, il s'agit des circuits qui gèrent la notion de science de l'information. C'est-à-dire la science, c'est ce qui oriente sur les informations prioritaires, donc potentiellement motivantes. Ce sont les circuits de récompense ou les circuits de prédiction de la récompense. Ce sont les circuits des systèmes d'apprentissage. Ce sont les circuits des systèmes hédoniques, qui contribuent à la notion de plaisir.
Et tous ces circuits commencent aujourd'hui à être connus et caractérisés. Revenons maintenant à notre modèle Ibert. Le défaut de motivation peut être donc lié à une estimation défaillante des besoins, soit une sous-estimation de ces besoins, de certains d'entre eux, ou une surestimation d'autres. Cette estimation des besoins, elle est conditionnée fondamentalement par le bon fonctionnement de capteurs internes sur notre état physiologique. Également sur le bon fonctionnement de notre système d'analyse du contexte dans lequel on évolue. Et enfin sur les apprentissages, sur les renforcements antérieurs et la mémorisation des difficultés ou non à répondre aux besoins. Par exemple, dans la drogue, il peut y avoir une surestimation de besoins de drogue. Chez les personnes âgées, il peut y avoir une sous-estimation de besoin de boire par un défaut de sensation de soif. Dans le cas d'un défaut d'insight, par exemple dans la schizophrénie, il peut y avoir un défaut de l'analyse du contexte qui amène à un défaut de recherche d'aide, un défaut de la perception d'un besoin d'aide. Concernant l'estimation de l'effort, l'effort peut par exemple être surestimé ou alors il peut être considéré comme trop important parce qu'on manque d'entraînement, de savoir-faire, ou on manque de compétences parce qu'on a des troubles cognitifs qui amènent à ce que l'effort soit beaucoup plus difficile. Si j'ai des problèmes attentionnels, par exemple, j'aurai plus de mal à réaliser certaines choses. Si j'ai des problèmes de mémoire, je vais avoir plus de mal à réaliser certaines choses et estimer que j'aurai besoin de plus d'efforts que quelqu'un d'autre. Ou je peux avoir un effort estimé comme trop important à cause de mon état physiologique qui peut être non optimal. Par exemple, si je suis fatigué, je peux estimer que mon effort pour réviser pour un examen sera beaucoup trop grand vu mon état de fatigue. Enfin, il peut y avoir un défaut de motivation qui peut être lié à un défaut d'estimation par notre cerveau de l'effet de récompense. De récompense qui surviendra si le besoin est satisfait. Par exemple, la récompense peut être sous-estimée avec un oubli du plaisir qui sera procuré. Parce que ça fait longtemps qu'on a pu réaliser une action pour satisfaire ce besoin et donc on a oublié l'effet de récompense, ou ça peut être une récompense qui va avoir un effet trop bas parce qu'il y a une perte du plaisir et donc lorsqu'on a expérimenté la satisfaction de ce besoin, on a expérimenté moins de récompenses que d'habitude, c'est ce qu'il y a dans une anédonie. Et donc de ce fait-là, on sera moins enclin à répéter le comportement pour satisfaire ce besoin. Donc je vous ai présenté ici ce modèle IBER qui est intégration des besoins d'effort et de la récompense. Et vous voyez qu'à tout moment, nous avons des besoins qui sont estimés ou anticipés par notre cerveau. Par rapport à ces besoins, notre cerveau calcule les effets de récompense que donneront la satisfaction de ces besoins et calcule les efforts qu'il devra fournir pour satisfaire ces besoins. Et le bilan de ces trois analyses est ensuite intégré, ce qui permet à chaque instant à notre cerveau de décider, d'être motivé et à réaliser telle action plutôt que telle autre. C'est un modèle qui explique la motivation à faire une chose plutôt qu'une autre. Nous allons voir maintenant concrètement comment l'analyse fonctionnelle d'un déficit de motivation peut se faire selon les différentes composantes du modèle IBER. Et ce modèle peut nous donner des pistes pour améliorer les troubles de la motivation. Face à un manque de motivation, donc on va regarder ce qu'il en est de l'estimation des besoins, de ces besoins par le patient. Pour agir sur l'estimation des besoins, on peut agir par des techniques dites de dissonance cognitive qui permettent de mettre en évidence un conflit ou de faire réaliser par le patient qu'il y a un conflit entre ses valeurs ou entre ses objectifs ou entre ses valeurs et ses objectifs. Cette dissonance cognitive amenant à pousser à un changement d'état.
On peut aussi agir sur l'estimation des besoins par des techniques de psychoéducation ou de remédiation cognitive qui peuvent permettre une meilleure perception de l'environnement et donc une meilleure perception de certains besoins. On peut agir sur l'estimation des besoins enfin en faisant expérimenter par le patient la non-pertinence de certains besoins pour qu'il puisse s'orienter vers d'autres. Deuxième aspect, agir sur l'estimation de l'effort. On peut agir sur l'estimation de l'effort en soutenant l'expérimentation de l'effort du patient dans un comportement cible qui va lui permettre de mieux l'estimer. Le patient peut avoir une idée fausse et en expérimentant, il va réaliser que finalement, ce qu'il avait anticipé de l'effort n'était pas juste. On peut également modifier l'estimation de l'effort par des techniques de remédiation cognitive pour améliorer les compétences et les aides. Si je suis cognitivement plus capable, si on a entraîné mon attention, ma mémoire, bien j'aurai moins d'efforts à faire ensuite pour réaliser certaines tâches. On peut aussi le faire par des actions pharmacologiques pour améliorer les performances cognitives. On peut développer ensuite des techniques de résolution de problèmes pour faciliter les choix les plus efficaces. On peut aussi avoir des actions pharmacologiques pour réduire les réactions de stress liées à certains comportements. Et s'il y a moins de stress pour ce comportement, alors ce comportement va être étiqueté comme nécessitant moins d'efforts. On peut enfin entraîner certains comportements pour réduire l'effort à sa réalisation. Quand on automatise un comportement, au bout d'un moment, ce comportement sera étiqueté par le cerveau comme nécessitant moins d'efforts pour être réalisé. Après avoir essayé d'agir sur l'estimation des besoins et l'estimation de l'effort, voyons maintenant l'action sur l'estimation de la récompense. On peut agir sur l'estimation de la récompense par des techniques de remédiation à la perception du plaisir, en faisant des exercices par exemple de classification de plaisir des plaisirs sur des stimuli gustatifs, olfactifs, tactiles, auditifs. Quelqu'un qui dit je n'ai plus de plaisir, on peut essayer de lui faire quand même discerner la différence qu'il peut y avoir entre goûter quelque chose qui est vraiment abject et quelque chose qui a plutôt du goût. Et ensuite apprendre à classer entre ces deux extrêmes différentes substances. On peut faire pareil sur des stimuli auditifs, entre des sons peu supportables et des sons au contraire qui pourraient être agréables. Deuxième point, on peut faire des renforcements positifs répétés pour augmenter le niveau de récompense. On peut aussi développer l'apprentissage sans échec, qui va permettre de rendre l'action plus facile, puisqu'on aurait beaucoup de récompenses dans les premières étapes de l'action. On peut faire du soutien à l'expérimentation de comportements qui a des effets récompensants, en encourageant le patient à faire des actions dont on sait qu'elles vont avoir un effet récompensant, mais finalement, on améliore son estimation de la récompense. Et on peut enfin avoir des actions pharmacologiques pour réduire l'aversion liée à certains comportements. Et en réduisant ces phénomènes aversifs, on peut comparativement avoir un effet récompensant plus fort à ce comportement. Enfin, on peut agir sur le niveau global. Dans IBER, il y a le I de l'intégration, le calcul global, en ayant des actions plus métacognitives, en faisant réaliser explicitement par le sujet l'estimation de ses besoins, l'estimation de l'effort, l'estimation de la récompense, pour permettre une meilleure intégration de ces différentes composantes et permettre d'arriver à favoriser la motivation au comportement qu'on souhaite développer. Ces approches que j'ai présentées, parfois peuvent être difficiles à obtenir dans deux cas particuliers. Lorsqu'il y a un défaut d'analyse du contexte par le patient, typiquement le défaut d'insight, le patient va être très méfiant par rapport à l'aide qu'on va lui proposer, ou lorsque le patient a déjà essayé beaucoup de choses par lui-même, ou a vu beaucoup de thérapeutes qui ont donné toujours des conseils qu'il a essayé de faire et qui n'ont pas marché, donc peut être très pessimiste par rapport à l'aide que vous allez pouvoir lui apporter.
D'où l'importance, lorsqu'on veut essayer d'aider le patient sur le plan de sa motivation, de toujours partir de ses perceptions, de ses représentations et de ses motivations initiales. Et on va utiliser pour ça des techniques classiques qu'on a dans les approches motivationnelles, qui sont d'une part l'écoute réflexive. Alors quand je parle d'écoute réflexive, c'est renvoyer en écho, comme la tour de contrôle renvoie au pilote pour vérifier qu'elle a bien compris tout ce qu'il a dit. C'est une technique que quasiment tous les cliniciens pensent savoir, pensent connaître, pensent maîtriser, et que beaucoup de cliniciens pensent peu efficace malgré tout. Or, pour souvent enseigner ces techniques, je constate que la plupart des étudiants que j'ai dans les cours ne les maîtrisent pas. Lorsqu'on leur demande de les mettre en application, ont énormément de mal à les mettre scolairement en application, à les utiliser, et on sous-estime considérablement l'efficacité, puisque lorsqu'ils arrivent à les utiliser, on a souvent des retours de l'efficacité qu'ils ont pu obtenir avec ces approches. La deuxième approche très technique, très fréquente qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle manifester l'empathie, qui est vraiment aussi quelque chose de très technique. Ça n'a pas de rapport avec être empathique. C'est manifester l'empathie, c'est une technique très différente. Ces deux techniques, l'écoute réflexive et manifester l'empathie, vous les retrouverez bien expliquées avec des exemples de dialogue pour pouvoir bien les pratiquer, bien les comprendre, dans une référence que je vous donne à la fin de ce cours, le livre de Xavier Amador, qui s'appelle « Comment faire accepter son traitement aux malades ». Enfin, troisième point important pour mettre en place ces techniques d'action sur la motivation, le grand principe, c'est ne jamais donner de conseils aux patients non explicitement demandés. Tout l'art du thérapeute, c'est d'arriver à ce que ce soit le patient qui vous demande votre avis, mais ne pas se dépêcher vous-même de donner votre avis. C'est très difficile à faire parce qu'en tant qu'expert, puisque quand on est professionnel, c'est qu'on a une expertise, on a bien sûr envie de donner notre avis, puisqu'on a une connaissance à donner. Et justement, tout l'art, c'est de ne pas se dépêcher de le faire, attendre toujours pas à pas que le patient vous le demande explicitement. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire comme ça? C'est parce que lorsqu'on donne notre avis trop tôt, tous les êtres humains, en fin de compte, ne veulent en faire qu'à leur tête et n'écoutent que les avis qu'au moment où ils vous les demandent. Donc les donner trop tôt ne sera pas utile. C'est bien connu de la plupart des parents qui sont toujours déçus de voir leurs enfants ne pas écouter leurs conseils et faire des bêtises qu'on aurait pu leur éviter, parce que chacun n'en fait qu'à sa tête. Grand principe de la motivation humaine. Et aussi, c'est l'idée que lorsqu'on nous donne trop de conseils, on se sent pris par les conseils si on ne les a pas sollicités et on va s'arranger à essayer de mettre en échec tout ce qui est perçu comme un risque de baisse de notre autonomie. Ça s'appelle la réactance. Et c'est pour ça, si on ne veut pas de réactance, qu'il ne faut pas que ce soit nous qui donnions le conseil, mais que le patient découvre par lui-même et qu'on lui fasse découvrir la bonne façon de faire. Enfin, dernière technique importante, quand on a notamment des défauts d'analyse du contexte, c'est savoir développer ce qu'on appelle la dissonance cognitive avec tact. Ne pas utiliser certaines techniques de dissonance cognitive qu'on emploie parfois et qui sont utilisées dans certaines techniques comme ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, qui sont des façons très brutales de faire de la dissonance cognitive, parfois utiles, mais souvent contre-productives. Il y a des façons beaucoup plus subtiles et beaucoup plus efficaces de faire de la dissonance cognitive. Pour finir, les points donc à retenir de ce cours, que vous pourrez donc réécouter, c'est d'abord que l'analyse des facteurs intervenant dans la motivation doit faire partie de toute stratégie de prise en charge clinique, et donc le modèle IBER doit être intégré lorsque vous voyez un patient et que vous analysez ses troubles, mais que ce modèle IBER fait lui-même partie d'une analyse plus large. L'analyse de la motivation fait partie d'une analyse plus globale comprenant 5 composantes. Les composantes émotionnelles, les composantes comportementales, les composantes cognitives, la composante neuropsychologique et la composante motivationnelle, qui sont les 5 composantes qu'il faut toujours analyser dans toute situation clinique. Le troisième point à retenir, c'est que la motivation repose sur des mécanismes neuronaux qui commencent à être mis à jour, que je n'ai pas détaillé dans ce cours, mais pour lequel je vous ai mis des références bibliographiques.
Le quatrième point important à retenir, c'est que prétendre que le patient manque de volonté ou de motivation et qu'il le fait exprès est vraiment quelque chose qui doit être abandonné au profit d'une analyse clinique plus fine des facteurs qui influencent le défaut de motivation repéré pour un comportement donné et que c'est quelque chose qu'il est important d'apprendre aux équipes soignantes. Et enfin, dernier point, c'est que les techniques motivationnelles ne sont pas seulement des techniques à utiliser pour les troubles addictifs comme c'est parfois présenté, mais que ces techniques doivent être utilisées dans toutes les pathologies psychiatriques, car elles forment le socle de la psychothérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, qui est la psychothérapie moderne, actuelle, qui a prouvé son efficacité. Ce qu'il faut lire absolument sur le sujet, 3 livres simples, qui sont des bonnes initiations pour les cliniciens. Le premier, c'est le livre dont j'ai déjà parlé, Comment faire accepter son traitement malade de Xavier Amador. C'est un livre facile à lire, qui devrait être d'ailleurs le livre de chevet de tout interne en psychiatrie, qui est vraiment utile pour gérer le manque d'insight du patient, mais aussi de nombreux autres problèmes. Ça contient de nombreux exemples de bons et de mauvais dialogues, très instructifs. Et ça développe notamment la technique EEAP, qui peut servir de guide pour mener des entretiens cliniques aidants. Le deuxième livre très utile, c'est L'entretien motivationnel par Miller et Rolnick. C'est très utile pour avoir des exemples de dialogue selon les différents stades de motivation. Ce que je peux reprocher à la présentation des auteurs, c'est qu'ils ont un parti pris et qu'ils essayent de faire des entretiens motivationnels une approche en soi différente des approches cognitives et comportementales, alors qu'elles en font une partie tout à fait intégrante. Enfin, le dernier livre que je vous recommande, c'est Les thérapies cognitives, comment agir sur nos pensées et nos émotions, par Jean Cotreau. C'est un livre utile car il est nécessaire d'avoir une culture d'analyse des composantes émotionnelles, cognitives et comportementales en clinique, et pour savoir comment agir dessus pour bien exploiter l'analyse fonctionnelle de la motivation. C'est un ouvrage que je trouve facile à lire, pédagogique, qui contient de nombreuses vignettes cliniques qui aident à comprendre comment les techniques cognitives et comportementales agissent. Enfin, pour terminer, quelques références bibliographiques que vous pourrez retrouver, mais il y en a bien d'autres, sur certains aspects plus liés aux neurosciences, sur la circuiterie et la biologie de la motivation. Voilà, j'espère que ce cours aura pu vous intéresser et je vous remercie pour votre attention.